C'est en effet de l'autre côté de la barrière des genres et dans le versant promotionnel que j'ai souhaité aborder cette question de la valeur de l'œuvre littéraire à travers le dispositif paratextuel et plus particulièrement l'illustration qui m'a semblé particulièrement éloquente pour interroger non plus la valeur intrinsèque de l'œuvre, celle en tout cas que l'auteur souhaite lui donner, mais celle qui justement lui échappe et qui relève plus souvent des choix éditoriaux. Et la question est d'autant plus cruciale que dès le début du XIXe siècle, l'éditeur Didot, puis dans les décennies suivantes, les romantiques Gosselin ou l'Advocat, offrent à l'image, au sein du livre, une tribune appelée à se développer, qui se charge dès le départ d'une triple fonction que je vais évoquer. La première, par l'ajout d'images, justement, apporte une valeur séductive au volume, qui devient plus attractif par son luxe typographique. Cette fonction a pour impact d'attirer un lectorat plus large, composé à la fois de bibliophiles qui sont séduits par une édition illustrée plutôt que par un texte brut, mais également un lectorat moins cultivé que l'image, justement, peut décomplexer. Alors, par exemple, pour la 11e édition des Méditations poétiques de Lamartine, Gosselin fait appel à un illustrateur à succès, Alexandre de Sène, pour orner son volume d'un frontispice, de vignettes hors texte, de cul de lampe, donc qui sont toutes des images qui ne sont pas appelées à intégrer l'espace textuel, et qu'il qualifie justement dans l'avant-propos de seule recommandation de plus d'un ouvrage. Donc il est bien question d'avoir une valeur très séductive. La deuxième fonction de cette illustration est celle qui agirait en traducteur visuel, conférant un aspect tangible aux scènes décrites au sein du texte, et dont la perception ne repose plus sur le seul imaginaire du lecteur, avec tout ce qu'il peut avoir de lacunaire, mais sur un cadre donné par les vignettes qui ancrent une esthétique. Alors, elle permet notamment au lecteur de saisir toute la saveur d'un ouvrage. Par exemple, dans le Gil Blas publié par Paulin en 1935 avec 500 vignettes de Gigou, la critique n'hésite pas à parler d'images qui viennent, je cite, « mettre en action tout le roman de Le Sage, sous des formes capables de réveiller la curiosité et de plaire à tout le monde ». Alors de cette deuxième fonction, à la fois traductive et attractive, découle une dernière, qui est souvent liée aux sociabilités, aux amitiés tissées au sein des cénacles, une fonction métalittéraire qui agit sur la perception du lecteur en lui inculquant un sens de lecture, ce qui est par exemple le cas des vignettes réalisées par Tony Joanneau pour l'histoire du roi de Bohême de Nodier, qui scande au sein, cette fois-ci, de l'espace textuel le roman, en lui donnant une résonance initiatique parfaitement maîtrisée par l'auteur. Alors, chacune de ces fonctions contribue à donner une plus-value au texte littéraire dans sa transmission et sa diffusion auprès d'un public qu'il s'agit d'élargir et d'initier à la fois à l'esthétique romantique, mais également à l'acte de lecture, puisque un des grands enjeux de la librairie est alors d'augmenter les ventes et donc le lectorat. Donc, dans mon article, il s'agissait donc de montrer selon quel processus la valeur du texte évolue dans son rapprochement avec l'image, dès lors que celle-ci vient modifier les critères de jugement portés sur la littérature par le public de la monarchie de Juillet, dont la culture visuelle conditionne clairement un nouveau rapport au texte, qui perd sa valeur de texte pur, pour celle de composante d'un livre qui est pris dans un réseau éditorial. Alors, cette question de l'influence du paratexte sur la réception du texte est d'autant plus fondamentale que dès 1840 émerge au sein de la critique un jugement dont la postérité va scander l'histoire littéraire. Et, par exemple, en 1843, le critique Henri Blaise de Bury publie un article pionnier dans lequel il dénonce les effets pervers qu'ont eu depuis 10 ans déjà l'illustration et l'image de manière plus générale sur la littérature qui est désormais soumise aux enjeux commerciaux dictés par la librairie. Les pratiques des artistes et des spectateurs révèlent en effet rapidement que l'attrait pour l'image n'a pas pour seul impact d'augmenter le lectorat et au contraire, en interférant dans le rapport du lecteur au livre, donc l'illustration relèguerait la littérature à un niveau secondaire dans l'intérêt que le lecteur peut porter à l'ouvrage. La littérature s'en verrait alors, selon lui, atteinte dans sa valeur intrinsèque, en incitant justement les auteurs à revoir leurs ambitions à la baisse afin de satisfaire un public qui, friand d'images, privilégie le fond à la forme. Alors, il s'agissait dès lors pour moi de comprendre les attentes littéraires de ce public qui peuvent être analysées à la lueur des ventes, des rééditions, etc., mais également à la lueur du goût qui se développe massivement à partir des années 1820 pour une certaine iconographie puisée dans la littérature et qui imprègne la peinture, l'estampe et bien sûr l'illustration, en provoquant une consommation nouvelle chez un public qui accède à la littérature par l'angle narratif, ou plutôt par le contenu, par le sujet,
c'est-à-dire par l'histoire qui est racontée indifféremment par le texte ou par l'image qui dériverait du texte. Alors, cette équivalence entre le texte et l'image se lit par exemple à travers le succès que rencontrent les illustrations publiées en cahier indépendant afin de permettre au public d'acquérir le livre sans les illustrations. Donc, c'est le cas notamment des œuvres de Walter Scott déjà en 1823 et qui finalement sont vendues plus rapidement que le livre. Donc, au même moment, l'essor d'albums de lithographie à sujet littéraire, comme par exemple les Contes de La Fontaine ou les scènes de Walter Scott d'Achille de Veria, propose une forme renouvelée de livre où le mot disparaît totalement, en donnant au texte littéraire une valeur de source dans laquelle puiser des sujets et qui trouvent leur pleine expression finalement dans la mise en image au moment où disparaît le texte lui-même. Alors, ce mécanisme que je développe dans l'article dans le champ de la peinture a pour conséquence le refus des auteurs de voir leurs écrits soumis à cette dévalorisation de la part du public, dont la considération vis-à-vis de l'œuvre ne serait pas suffisante pour justifier l'achat du livre. Et Balzac le premier, qui se voit pourtant obligé d'accepter une vignette pour la réédition des contes philosophiques pour lancer les ventes qui ne décollent pas. Alors pour contrecarrer la prise de pouvoir de ces images voraces qui s'emparent de l'espace textuel, Hugo, pour donner un contrepoint, élabore un système d'illustration organisé hors du livre afin de jouer du goût du public pour les images littéraires et en tirer un profit immédiat en s'imposant dans la culture visuelle du temps. Au même titre que Walter Scott ou Shakespeare, qui sont deux auteurs très présents dans les images. Les tableaux et les lithographies, qui sont réalisés par son comparse Louis Boulanger, acquièrent alors une fonction promotionnelle, en conférant au texte non plus une valeur purement narrative, mais capable de déborder la frontière des genres pour inspirer le peintre. Alors, le livre hugolien, qui est débarrassé donc, de cette image vorace et parasite, mais bénéficiant tout de même de son impact sur le public, retrouve la pleine valeur littéraire que l'image ne fait que servir sans parasiter la lecture. Rares sont toutefois les auteurs à avoir pu développer un tel système, en préférant suivre, n'ayant pas nécessairement le choix, les politiques éditoriales mises en place par la librairie contemporaine, face à un marché florissant au sein duquel l'image assure clairement les ventes. La dévalorisation du texte au profit du livre et la valeur populaire acquise par la littérature au cours de la première moitié du XIXe siècle pose finalement la question, toujours ouverte, des liens qui sous-tendent l'écriture, qui est prise entre l'ambition de développer une esthétique, un style, et la réception, la compréhension qu'en a le public. L'illustration, donc, qui se glisse entre les deux instants de l'histoire du texte, sa production et sa réception, vient enrichir la question de la valeur de l'œuvre en soulignant combien celle-ci échappe à elle-même pour être jugée à l'aune de nouvelles valeurs qui naissent dans la première moitié du XIXe siècle.